Une tempête de neige fait rage. Il a extrêmement froid. Ses jambes s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux. Joe Labelle, chasseur expérimenté, se fraye un chemin dans la forêt en protégeant son visage face au vent. Toute autre personne serait déjà tombée en criant de désespoir, mais pas Joe Labelle. Il peut survivre en toutes circonstances et sait toujours quoi faire. En ce moment, il se dirige vers l'un des villages de l'extrême nord du Canada. Ce petit village est situé au bord du lac Anjikuni. Ses habitants sont des Inuits, peuple indigène d'Amérique du Nord. Joe n'a pas mangé ni bu depuis longtemps. Il a besoin d'une bonne nuit de sommeil et d'un repas chaud. Il espère que les habitants seront hospitaliers. À travers les arbres et la brume blanche, il aperçoit les silhouettes des tentes. De la fumée s'échappe de quelques habitations. Joe arrivera probablement à temps pour le déjeuner. Au moment où il arrive, le vent se calme. Le blizzard a pris fin. Le chasseur accélère et découvre le village au bord du lac gelé. C'est étrange, mais il n'y a d'habitants nulle part. Les gens sont probablement tous chez eux, dans l'attente que le temps s'éclaircisse. « Il y a quelqu'un !» crie Joe, mais il n'obtient aucune réponse. « Tiens, de la fumée s'échappe de cette tente !» Joe signale sa présence, mais personne n'ouvre. Il frappe plusieurs fois, puis entre. La tente est vide. Tout est à sa place. Il y a un morceau de tissu avec des aiguilles et du fil sur la table. Du bois brûle dans la cheminée. On dirait que les gens viennent à peine de partir. Joe entre dans la tente suivante et c'est la même chose. Tout est à sa place, mais il n'y a personne. Joe dépasse les tentes et découvre une fosse où brûlait il y a peu un feu de camp. Au-dessus, il y a une corde à laquelle est suspendu un morceau de viande. Pour une raison ou pour une autre, ils ne l'ont pas mangé. Le lac Anjikuni fait partie d'une chaîne de cours d'eau. Les Inuits y pêchaient et y échangeaient diverses marchandises. D'habitude, il y a beaucoup de monde ici, mais aujourd'hui, quelque chose a forcé les gens à quitter leur maison. Pourquoi ont-ils abandonné toutes leurs affaires et où sont-ils allés? Il n'y a aucune trace autour du village. Tous les traîneaux sont encore là. Les Inuits ont même laissé leurs chiens. Les chiens les aident à chasser et tirent les traîneaux. Personne ne laisserait ses vêtements chauds et ses chiens en partant d'ici, surtout par mauvais temps. Joe Labelle sait tout cela et en conclut que quelque chose de terrible s'est produit. Son corps tremble, non pas de froid mais de peur. Il parcourt le village entier et ne trouve absolument personne. Terrifié, il s'en va, se dirige vers le poste télégraphique le plus proche et envoie un message à la police. Au bout d'un certain temps, les gens commencent à arriver. La police essaie de retrouver les personnes disparues et de comprendre ce qui s'est passé, mais en vain. Près du village, ils trouvent une tombe vide. Lors de la cérémonie, les Inuits ont placé des pierres autour du lieu de sépulture. Ces pierres sont intactes, ce qui signifie qu'aucun animal n'est passé par là. Que s'est-il donc passé? Une trentaine de personnes vivaient dans ce village. Elles ont toutes disparu. Les habitants des villages voisins ne sont d'aucune aide. Ils n'ont aucune idée de ce qui est arrivé. La seule chose que la police a remarquée, ce sont d'étranges lumières bleues. Dans cette région, les aurores boréales sont un phénomène courant. Les habitants de la région aperçoivent souvent une lueur dans le ciel étoilé. Mais aujourd'hui, c'est différent. La lumière clignote. Les chasseurs du coin ont vu quelque chose de similaire. Ils disent que des choses étranges volèrent dans le ciel. Tout cela s'est passé en 1930. Près de 90 ans se sont écoulés depuis la disparition du village et de nombreuses théories ont vu le jour. Selon l'une d'elles, ce serait le fait d'une civilisation extraterrestre. Cette théorie dit que les lumières bleues que les habitants et la police ont vues dans le ciel étaient des vaisseaux spatiaux. On pense qu'au cours d'une nuit sinistre, ces vaisseaux seraient descendus jusqu'au village et auraient emporté tous les habitants. Voilà pour la version science-fiction. Il y a en d'autres plus réalistes. Des internautes ont découvert que Joe Labelle n'avait pas de permis de chasse.
Peut-être n'était-il pas un professionnel après tout et a-t-il tout inventé. Mais à l'époque, peu de chasseurs avaient leur permis. Joe reste donc un témoin fiable. En remontant à la source de toutes ces informations, nous découvrons des livres et quelques articles de journaux des années 30. Et aucune de ces sources ne vient confirmer que l'histoire mystérieuse du lac Anjikuni est vraie. Cette histoire a-t-elle donc été inventée de toutes pièces? Quittons maintenant les neiges du Canada pour les chaudes plaines de l'Inde. Dans ce grand pays, il existe un village sinistre où des personnes ont également disparu sans laisser de traces. Cela s'est passé dans la première moitié du 19e siècle. Aujourd'hui encore, les habitants évitent cet endroit car ils le croient hanté par des forces maléfiques invisibles. Découvrons donc l'histoire du village de Kuldara. Il est situé dans le district du Rajasthan. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre un taxi jusqu'au village ou à la ville la plus proche. Le village est situé loin de toute civilisation, il a l'air désert. Il n'y a que des ruines. On dirait que des archéologues viennent de l'abandonner. Mais il ne s'agit pas d'une cité antique. Le village a été déserté il y a plus de 200 ans. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était un endroit prospère. Kuldara était un grand village. Ses habitants étaient pour la plupart des agriculteurs. Ils vendaient leurs produits agricoles. Et puis, une nuit, tout a changé. Les gens ont abandonné leurs maisons et leurs affaires et se sont enfuis. Personne ne sait pourquoi. Et personne ne sait où ils sont allés. On n'a jamais revu les habitants de Kuldara. Hormis les touristes, les visiteurs sont extrêmement rares. Les habitants du coin sont persuadés que le village est maudit et qu'il abrite des activités paranormales. Si vous interrogez les résidents des villes voisines, ou si vous cherchez des informations sur Internet, vous découvrirez quelques légendes. Une version populaire dit que les gens ont quitté le village à cause du manque d'eau. Cependant, cela n'explique pas pourquoi ils sont partis en pleine nuit en abandonnant toutes leurs affaires. Selon une autre version, les villageois se seraient enfuis pour sauver la fille du chef de Kuldara. Un chef voisin était tombé amoureux d'elle et voulait l'épouser. Il menaça les habitants de graves conséquences si la jeune fille le rejetait. Et il leur donna une seule journée pour prendre une décision. Les habitants refusèrent de se plier à sa demande. Par solidarité, ils décidèrent de quitter le village avec le chef et sa fille. Mais si c'est vrai, pourquoi personne ne les a-t-il vus partir? Un autre village a forcément dû les accueillir. En outre, ils auraient eu besoin de leurs affaires. Voilà le point commun entre Kuldara et le lac Anjikuni. Les gens ont quitté un endroit confortable pour une raison inconnue. Une histoire similaire s'est produite en Irlande, dans un petit village de l'île d'Achille. Une quarantaine de maisons de pierre et de paille longeaient la vallée de Kim Bay. Dans des documents datant des années 1830, on mentionne ce village composé de quelques petites bâtisses. Mais aujourd'hui, il n'en reste pratiquement rien, à part quelques morceaux de murs et de petits monticules de terre. Les habitants des localités voisines ne se souviennent pas de ce village. Mais nous le connaissons grâce aux récits des écrivains voyageurs qui ont décrit l'incroyable beauté du lieu dans leurs journaux. Les étudiants de l'école d'archéologie locale ont essayé de trouver des réponses. Ils ont fait des fouilles et ont découvert que les habitants ont certainement dû quitter leur village à cause de la faim ou d'une maladie. Il y a 84 millions d'années, de nombreux mammifères modernes, ainsi que des oiseaux, des groupes d'insectes et même les premières plantes à fleurs existent déjà. Les dinosaures sont encore là aussi. Il leur reste environ 20 millions d'années avant l'astéroïde. Le T-Rex, un chasseur intrépide, devient le roi des dinosaures. Et la Terre s'est inclinée de 12 degrés. Imagine notre planète comme une truffe au chocolat. L'enveloppe est dure, le centre est visqueux, avec une matière semi-solide. Sa couche supérieure, la croûte, est constituée de plaques tectoniques qui sont comme des puzzles. Les continents et les océans reposent sur ces plaques. Il y a 84 millions d'années, le manteau et la croûte ont commencé à tourner autour du noyau externe de notre planète, puis sont revenus en arrière. Si tu avais pu voir cela depuis l'espace, on aurait dit que la planète entière s'était renversée d'un côté.
Aujourd'hui, cela aurait déplacé la ville de New York, là où se trouve la Floride. Disons que notre planète est comme une toupie. Elle tourne parfaitement si le poids sur la toupie est uniformément réparti. Mais si tu déplaces une partie du poids vers un côté, elle s'incline. Cela peut être dû au déplacement des plaques tectoniques et au fait que l'une d'entre elles s'enfonce sous une autre. Nous pourrions être en train de boire de l'eau plus ancienne que notre système solaire. Certains scientifiques pensent que l'eau que nous avons sur Terre pourrait provenir de grains de glace qui flottaient dans une sorte de nuage spatial il y a plus de 4,5 milliards d'années. Les lacs ne sont pas toujours paisibles et relaxants. Ils peuvent aussi exploser. Cela se produit lorsqu'il y a des gaz volcaniques sous la surface qui peuvent éclater, remonter à la surface et causer de gros dégâts. La rotation de la Terre ralentit avec le temps. Chaque année, la Lune reçoit un peu d'énergie de notre planète et s'en éloigne lentement. Ces deux phénomènes allongent nos journées, mais très lentement, environ 1,4 millisecondes tous les 100 ans. Cela signifie que lorsque les dinosaures existaient, la journée durait 23 heures. Notre planète était autrefois violette. Selon une théorie, les anciens microbes ne comptaient pas sur la chlorophylle pour absorber le soleil, mais sur d'autres molécules. Elles absorbaient la lumière verte et renvoyaient une jolie couleur violette. Chaque fois que tu te baignes dans l'océan, souviens-toi que tu nages au-dessus de plus de 700 000 milliards de dollars en or. Non, pas au fond de l'océan en attendant que quelqu'un le sorte, mais dans de minuscules particules dispersées partout dans l'eau. L'endroit le plus profond de notre planète est la fosse des Mariannes, un endroit situé dans l'océan Pacifique, sous la surface de la mer. Mais l'endroit le plus profond qui n'est pas recouvert par l'océan se trouve en Antarctique. Techniquement, il est caché sous d'épaisses et profondes couches de glace. C'est à plus de 2500 mètres sous le niveau de la mer. Chaque jour, 60 tonnes de poussière tombent de l'espace sur notre planète. Il est probable que tu inhales une bonne quantité de cette poussière cosmique en allant simplement au travail. Il s'agit de poussière, de petites particules provenant de comètes, de météorites et de certains autres corps spatiaux. Dallol, en Éthiopie, est l'endroit habité le plus chaud de notre planète. Entre 1960 et 1966, la température était de 41 degrés Celsius et même en hiver, la température monte à 37 degrés Celsius en moyenne. 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps que met la lumière du Soleil pour aller du Soleil jusqu'à notre planète. C'est encore peu comparé au temps nécessaire à la lumière pour atteindre Pluton, 5h30. Près de 70% de l'eau douce dont nous disposons dans le monde est retenue dans les calottes glaciaires et les glaciers. Plus de 96% de la quantité totale d'eau sur Terre se trouve dans les océans. La Terre est comme une sorte de gros aimant. Son noyau interne est une sphère constituée de fer solide entourée de fer liquide. Toutes ces variations et ces changements de densité et de température créent une sorte de force qui fait que le fer produit des courants électriques. Ces courants sont alignés par la rotation de la planète et ensemble, ils créent un champ magnétique. Il y a beaucoup d'étoiles dans la Voie lactée, 100 milliards, mais beaucoup plus d'arbres sur notre seule planète, environ 3000 milliards. Tu peux dire quel est l'âge de l'arbre que tu regardes grâce à ces cercles. Ils peuvent également te renseigner sur les conditions d'une année spécifique. Lorsque ces anneaux sont fins, cela signifie qu'il y a eu une sécheresse, tandis que les anneaux épais indiquent qu'il s'agissait d'une période pluvieuse. La Terre est une planète magique où même les pierres peuvent marcher. Du moins certaines d'entre elles dans la vallée de la mort en Californie. Elles laissent des traces pour que tu puisses suivre le chemin qu'elles ont parcouru. Certains des plus gros rochers ont laissé derrière eux des traces qui pouvaient atteindre 460 mètres de long. Les rochers dont le bas est lisse se déplacent librement, tandis que ceux dont la surface est rugueuse ont tendance à laisser des traces droites. Le monde qui nous entoure est constitué d'atomes, et il semble être solide. Mais 99,99% d'entre eux sont juste de l'espace vide. Un atome n'est qu'un noyau très petit et un nuage d'électrons qui l'entoure. Ces électrons sont des particules, mais ils agissent comme des vagues. Ils ne sont pas concentrés en un seul point, mais répartis sur une gamme de probabilités et occupent beaucoup d'espace. En supprimant l'espace vide de nos atomes, tous les humains pourraient tenir dans un espace très réduit, comme le volume d'un morceau de sucre. L'Australie se déplace lentement vers le nord, de 7 cm par an, à cause des mouvements tectoniques. L'Australie se trouve au sommet de plaques tectoniques continentales qui se déplacent plus rapidement que les autres. Il faudrait 400 000 lunes pour atteindre le niveau de luminosité du Soleil. Cela semble beaucoup à première vue, mais la Lune ne fait que refléter la lumière provenant du Soleil. Elle ne produit pas la sienne. Et même cela ne suffit pas. Sa luminosité dépend de l'angle exact entre le Soleil, la Lune et la Terre. La planète sur laquelle nous vivons avait autrefois 2 lunes.
Ou du moins, certains scientifiques le pensent. Ils croient que le côté de la Lune qui fait face à la Terre est relativement plat et bas, tandis que l'autre côté est beaucoup plus épais et a plus de croûte. La théorie dit qu'il y avait autrefois une deuxième Lune qui entrait en collision avec ce côté plus épais. Certains pensent qu'il y a toujours une deuxième Lune. Il pourrait s'agir non pas d'un corps spatial géant que nous pouvons clairement voir dans le ciel, mais d'une sorte de petit astéroïde attiré dans l'orbite de la Terre. L'air n'est pas composé principalement d'oxygène, il est composé à 78% d'azote. Si tu veux voir des rochers très escarpés, va au Canada, au parc national Ahuhuituk. Il possède le plus grand dénivelé du Canada, la falaise la plus haute et la plus abrupte, avec 105 degrés de surplomb et 1220 mètres de roche. Une équipe de 4 hommes américains a finalement réussi à atteindre le sommet en 1985, bien qu'il y ait eu 30 tentatives pour cela auparavant. Il leur a fallu 33 jours pour y parvenir. Le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien et l'Arctique sont les 4 océans du monde. Le 5e correspond à l'océan austral. Il n'est pas défini par les continents qui l'entourent, mais par son courant antarctique qui va d'ouest en est. Les recherches montrent que le courant a été créé il y a plus de 30 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud et l'Antarctique s'étaient séparés. Cela a permis à l'eau de circuler au fond de l'océan sans aucune barrière. La fonte des glaciers et des nappes glaciaires signifie qu'il y a plus d'eau dans les océans. Cela ajoute le poids supplémentaire de tout ce liquide qui fait pression sur le fond de la mer, ce qui le fait couler. La surface de la Terre semble solide et relativement permanente, mais tous les 500 millions d'années, elle subit un processus de régénération. Les plaques tectoniques s'entrechoquent, la croûte continentale crée une pression sur la croûte océanique et cette pression active les volcans. Au fil du temps, tout cela a pour effet de régénérer et de remplacer une grande partie de la surface de la Terre. Tout comme notre corps régénère les cellules de notre peau, en remplaçant les anciennes par les nouvelles. De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule dont la croûte externe s'est brisée en d'énormes surfaces appelées plaques tectoniques. Il s'agit d'un processus important qui a permis la formation de fosses océaniques et de montagnes et qui contribue également à la protection de la Terre. Lorsque les plantes microscopiques qui vivent dans l'océan disparaissent, elles tombent au fond de l'océan. Les restes retournent à l'intérieur de notre planète et sont recyclés et finissent par se retrouver dans l'atmosphère, nous protégeant ainsi de la chaleur excessive pouvant... Une étudiante en 2e année d'université venait de terminer son service à la cafétéria lorsqu'elle décida de partir en randonnée. Après s'être préparée, elle salua sa colocataire et se rendit en autostop au début du sentier. À peine âgée de 18 ans, elle rencontra des randonneurs qui rentraient d'excursion et leur demanda des indications. Bien que la nuit commençât à tomber, elle poursuivit son chemin et ne fut jamais revue. Elle répondait au nom de Paula Weldon et elle disparut en 1946, alors qu'elle marchait le long d'un sentier proche de Bennington, une ville située dans le sud-ouest du Vermont. Le lendemain, sa colocataire signala sa disparition et les autorités organisèrent rapidement une équipe de recherche. Pendant 4 semaines, des centaines de personnes ratissèrent dans les bois environnants. Son université ferma même temporairement pour permettre aux étudiants et au personnel de participer aux recherches. Hélas, ils rentrèrent tous bredouilles. Paula semblait s'être volatilisée. Elle n'avait pas pris de sac, de vêtements de rechange ni d'argent. Tout indiquait qu'elle ne s'attendait pas à s'absenter plus de quelques heures. Son père, un ingénieur industriel réputé, accusa le shérif du comté d'avoir bâclé l'enquête, car en dépit de tous les efforts déployés, la jeune femme demeurait introuvable. Son cas demeure encore irrésolu à ce jour. Mais Paula n'était pas la seule à avoir disparu dans les forêts du Vermont. 1 an plus tôt, le 12 novembre 1945, un septuagénaire dynamique et expérimenté du nom de Midi Rivers servait de guide à un groupe de 4 chasseurs. Il se trouvait à la croisée de 2 chemins avec son gendre et annonça qu'il partirait en reconnaissance sur l'un d'eux et serait de retour au camp pour le déjeuner. Ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit. Le groupe qu'il guidait rechercha l'homme toute l'après-midi avant de prévenir les autorités. Une recherche plus étendue fut organisée, mais sans résultat. Bien que Midi ait connu la piste, il avait bel et bien disparu. Pompiers, bénévoles et militaires ne parvinrent pas à le retrouver, même après 1 mois de recherche. Ils ne découvrirent qu'une cartouche qu'il avait laissée tomber dans un ruisseau voisin. Les autorités locales n'ont toujours pas résolu cette affaire. À l'époque, personne ne savait que les cas de Midi et Paula ne seraient que le début d'une série de disparitions. En une demi-décennie, 5 personnes disparurent dans cette partie du Vermont. Les années passèrent, mais aucune explication n'émergea pour ces disparitions mystérieuses. C'est ainsi que la région obtint le surnom de « Triangle de Bennington », en référence au célèbre triangle des Bermudes.
où les navires et les avions disparaissent depuis des siècles. En 1949, une disparition particulièrement mystérieuse se produisit dans le triangle de Bennington. James Tedford, un vétéran de 68 ans, monta à bord d'un autobus local pour rentrer chez lui à Bennington après avoir rendu visite à sa famille à St. Albans. Sa famille s'y l'accompagna jusqu'à la gare routière, et 14 témoins affirmèrent qu'il était encore dans le bus lors de son dernier arrêt avant Bennington. Cependant, il ne parvint jamais à destination. Ses affaires se trouvaient encore sur le porte-bagages, et un horaire de bus était déplié sur son siège vide. L'homme avait apparemment disparu comme par magie alors que le bus était en mouvement. Fait étrange, il disparut exactement le même jour où une étudiante avait disparu 3 ans plus tôt, le 1er décembre. La personne la plus jeune à avoir étrangement disparu était un enfant de 8 ans, Paul Jepson. Il se trouvait avec sa mère pendant qu'elle s'affairait dans la ferme familiale. Elle partit nourrir les cochons en le laissant seul pendant environ 1 heure. À son retour, la femme ne trouva pas son fils. Les habitants menèrent rapidement des battues, et le shérif fit dépêcher la brigade canine. Ils suivirent l'odeur mais en perdirent soudain la trace à un carrefour voisin. Le garçon ne fut jamais retrouvé. Autre fait étrange, l'enfant portait une veste rouge vif, qui aurait dû le rendre d'autant plus visible pour les secours. Mais plus frappant encore, Paula, l'étudiante disparue 4 ans plus tôt, portait également une veste rouge. La dernière disparition se produisit seulement 16 jours après celle du petit Paul. Frida Langer, une femme de 53 ans, campait avec sa famille dans la forêt nationale des Montagnes Vertes. Elle partit en randonnée avec son cousin mais tomba dans un ruisseau. Elle décida alors de retourner au camp pour se changer. Son cousin pensait qu'elle le rejoindrait plus tard et poursuivit seule le long du sentier. Mais elle ne revint jamais et n'atteignit jamais leur camp de base. Pendant 2 semaines, 300 secouristes explorèrent les bois et des hélicoptères furent mobilisés, mais aucune trace de la femme ne refit jamais surface. La dernière histoire de disparition du triangle de Bennington a connu un dénouement, mais pas heureux. Au printemps de l'année suivante, les chercheurs retrouvèrent l'infortunée campeuse à 6 km du site de camping initial. Cet endroit avait déjà été fouillé, ce qui rendait la découverte encore plus mystérieuse. Il était impossible de déterminer ce qu'il s'était passé ou pourquoi elle s'était retrouvée là. Le seul point commun entre ces 5 disparitions est la période de temps et la zone géographique. 3 km² de forêt dense dans le sud-ouest du Vermont. Cette région reculée des montagnes vertes n'était pas le lieu le plus accueillant. Bennington et le village voisin de Glastonbury étaient à l'origine des villes minières et forestières, où les conditions de vie étaient rudes. Vers la fin du XIXe siècle, les habitants tentèrent de redorer l'image de la région comme destination touristique. Mais une terrible inondation emporta leur rêve d'une vie meilleure. Les résidents commencèrent à déserter la ville. Et en 2010, seuls 8 habitants vivaient encore à Glastonbury. Le village devint une ville fantôme. À la fin des années 40, la région se retrouva de nouveau sous le feu des projecteurs, mais pour les pires raisons. Comment ces disparitions ont-elles pu rester voilées de mystère aussi longtemps? Quelqu'un devait bien avoir une explication rationnelle. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un tueur en série, s'en prenant à des gens sans défense. Cependant, il devrait pouvoir s'en dégager un schéma. Or il n'existe rien de tel. Ou peut-être les éléments étaient-ils responsables? L'étudiante disparut par une agréable journée au tout début de l'hiver. Elle était légèrement vêtue car il faisait encore 10 degrés dehors. Mais le soir, la température de l'air chuta brutalement, pour atteindre les -13 degrés le lendemain matin. Dans cette partie du Vermont, le temps est assez imprévisible. Il peut être venteux, surtout en hiver. Peut-être le mauvais temps et la forêt dense auront-ils désorienté les personnes disparues. Récemment, en 2008, un cas de disparition étonnamment similaire s'est produit ici. Un étudiant du nom de Robert Singley s'est perdu dans un épais brouillard, au sommet du mont Glastonbury. Lorsqu'il ne rentra pas chez lui, sa fiancée appela la police, qui se lança immédiatement à sa recherche. Mais il faisait trop sombre et il y avait trop de brouillard pour y voir quoi que ce soit. Heureusement, on le retrouva le lendemain matin. Il s'était perdu à cause du brouillard épais et n'était parvenu à retrouver son chemin qu'après que les conditions météorologiques se soient améliorées. Cette histoire a connu une fin heureuse, mais l'incident pourrait-il expliquer ce qui est arrivé aux personnes disparues il y a plus de 70 ans? Les montagnes autour de Bennington regorgent depuis de mines abandonnées, rappel du passé de la ville. Un randonneur perdu dans le brouillard pourrait facilement tomber dans l'un d'eux et n'aurait aucun moyen d'en sortir. La région est si reculée que personne ne les retrouverait jamais.
Un autre danger est celui que représentent les bêtes sauvages. Les ours noirs sont natifs de la Nouvelle-Angleterre et les clubs de randonnée de la région conseillent aux visiteurs de ranger leur nourriture dans des boîtes spéciales afin de ne pas les attirer. La forêt nationale des Montagnes Vertes se situe au cœur du triangle de Bennington. Aujourd'hui, cette zone de loisirs très prisée se trouve pour 70 millions de personnes à moins d'une journée de route. On s'y rend pour camper, randonner et faire du VTT. Mais sont-ils tous au courant de ces 5 disparitions mystérieuses ? Je crois que je n'oserais plus m'aventurer dans ce coin sauvage et reculer du Vermont à présent. Tu te réveilles un matin et tu regardes les nouvelles en prenant ton petit café. « Ils ont encore réussi! Sacré scientifique !» crie le présentateur du journal télévisé. Un rapport a été publié il y a quelques jours. La Lune s'éloigne de plus en plus de l'orbite de la Terre. Sa distance augmente de 5 cm par an. Au cours des 2000 dernières années, elle s'est ainsi éloignée de 660 cm au total. Ce n'est pas une distance trop importante, mais la nouvelle a quand même affolé les gens et les a inquiétés. Ils se sont rassemblés autour de la planète et se sont unis pour essayer d'empêcher la Lune de sortir de l'orbite de la Terre, même si elle ne quittera pas réellement son orbite avant 1 milliard d'années. Mais tout le monde était concentré sur les avantages de la Lune d'autrefois. Il est évident que la vie sur Terre, telle que nous la connaissons, n'aurait pas évolué pareil sans son existence. La Lune contrôle les marées et les molécules de l'atmosphère. Sans elle, les humains, en particulier, n'auraient pas évolué. C'est pourquoi, en raison de la reconnaissance envers la Lune, les hauts gradés ont ordonné aux meilleurs scientifiques de trouver une solution pour la rapprocher de la Terre. Un moteur à propulsion géant a été construit sur la face cachée de la Lune. Il a été allumé et les propulseurs ont essayé de pousser en avant. Mais la force de départ n'a pas été assez forte pour pousser la Lune. Au lieu de cela, il a incliné l'axe de la Lune, la faisant tourner lentement. Alors que la Lune tournait, les scientifiques se sont empressés de l'éteindre avant que le moteur n'atteigne sa pleine puissance, car il se dirigeait hors de sa trajectoire. L'état-major n'était pas d'accord et leur a ordonné de poursuivre l'objectif. Les scientifiques ont insisté sur le fait que les calculs n'étaient pas corrects et qu'ils ne savaient pas exactement ce qui pourrait se produire. Leurs préoccupations ont été ignorées et ils ont dû simplement regarder comment la puissance des moteurs augmentait. Les moteurs ont lentement poussé la Lune et la distance a diminué. Mais comme elle a été donnée au mauvais moment, l'angle visé allait créer des complications. La poussée et la gravité de la Terre ont assuré que la Lune suive l'orbite à une distance réduite. Mais avec la combinaison de la poussée initiale sur un angle indirect, la Lune a été dirigée loin de la Terre et s'est rapidement éloignée de sa trajectoire sur le point de quitter complètement l'orbite. Alors que tu finis ton petit déjeuner et que tu éteins la télévision, tu sors pour regarder la Lune. Elle est bien au-dessus de toi et apparemment en bon état. Le présentateur du journal télévisé a sûrement exagéré. Tu te remets au travail. Les problèmes de la Lune ne sont plus qu'une question accessoire. Même si c'était vrai, comment cela pourrait-il affecter ta journée ? La matinée semble donc normale, un jour comme les autres au bureau en fin de compte. Pendant ta pause déjeuner, tu vas en ville et tu remarques en chemin que le vent se lève, devient plus fort et plus froid. Ça doit être une tempête qui approche. Tu vérifies rapidement l'état de la Lune. Elle semble plus petite, environ la moitié de la taille qu'elle avait ce matin. Mais c'est le milieu de la journée, donc elle est censée être de cette taille, n'est-ce pas ? Après avoir terminé ton repas au restaurant, tu pars et constates qu'il fait plus sombre. Le vent est beaucoup plus fort qu'avant, mais il n'y a pas de nuages d'orage dans le ciel. Les gens dans les rues observent le ciel, marqué par quelque chose, probablement une éclipse. Alors que les gens commencent à courir frénétiquement dans les rues, tu regardes au-dessus de toi et tu ne vois pas la Lune. Confus, tu décides de rentrer chez toi pour la journée. En arrivant chez toi, tu allumes la télévision. Le présentateur du journal télévisé, plus grave qu'avant, explique que la Lune a quitté l'orbite de la Terre et se dirige vers l'espace. La perte de la Lune signifie que le cycle quotidien a changé. Il n'y a plus que 6 à 12 heures de soleil par jour et plus de 1000 jours par an. « Je vais devoir travailler 2 fois moins », tu te dis avec enthousiasme en levant les bras en l'air. L'absence de la Lune crée un monde complètement différent. C'est la gravité de la Lune qui maintient la Terre en place à un angle de 23,5 degrés, ce qui garantit les conditions météorologiques et les journées normales auxquelles nous sommes habitués. Déconcerté par toutes ces informations scientifiques,
tu sors pour vérifier que tu n'es pas victime d'une blague. La semaine de travail plus courte semble trop belle pour être vraie. En regardant le ciel, tu remarques que les étoiles sont plus brillantes que jamais. Tu peux clairement voir les contours de la Voie lactée. Les étoiles sont bien plus nombreuses que dans ton souvenir et Vénus brille bien plus que toutes les autres. C'est un spectacle magnifique, mais tu ne sais pas si la clarté du ciel nocturne valait la peine de faire disparaître la Lune. Tu n'as jamais été intéressé par l'astronomie. Tu décides d'aller te coucher. C'est une bonne idée de s'adapter au nouveau cycle du jour et de la nuit. Tu règles ton réveil sur 2 heures. Cela devrait être assez long, te dis-tu joyeusement. Demain, c'est samedi après tout. Tu dois te lever tôt pour aller surfer. Tu dois profiter des vagues de la marée haute. Tu te réveilles, tu prépares tes affaires et tu vas à la plage. Les nouvelles à la radio expliquent comment la Terre est maintenant plus vulnérable aux astéroïdes sans la Lune. Ensuite, ils parlent de certains problèmes avec les marées, quelque chose comme le fait que la marée est maintenant un tiers de l'envergure qu'elle avait avant. Tu ne sais pas comment cela peut affecter les vagues. Peut-être que cela signifie qu'elles seront plus grandes. Tu te gares sur la plage, tu prends ta planche et tu regardes vers l'endroit où les vagues sont censées être. Ça devrait être la marée haute, mais la mer est bizarrement beaucoup plus loin que d'habitude. Tu passes facilement sur la contrainte de devoir marcher vers l'eau. Après une longue marche pleine d'enthousiasme vers les vagues déchaînées, ton humeur change à mesure que tu t'approches et tu regardes bêtement les petites vagues. Bouleversé, tu rentres chez toi. En conduisant, tu écoutes les nouvelles et tu fais plus attention aux informations fournies. À la place des saisons structurées, il n'y a que des schémas météorologiques imprévisibles. Les vents sont plus rapides et plus forts, ce qui crée des tempêtes plus puissantes, mais à certains endroits, rien ne change. L'équateur n'est plus forcément toujours chaud. Les pôles ne sont pas constamment froids. Les profondeurs de l'eau diminuent. Les marées s'ajustent uniquement à la gravité du Soleil, réduite à 1/3 des profondeurs d'avant la Lune. Partout dans le monde, les mers changent d'altitude, rétrécissent au niveau des pôles et le volume d'eau autour de l'équateur se déplace. La Lune régule les marées et fournit les changements périodiques qui sont un élément clé pour aider à la vie sur Terre. Les formes de vie aquatique se déplacent vers les bas-fonds du monde entier. Les cycles de vie d'importantes formes de vie microbiennes ont été bouleversés. Tu ne pouvais pas imaginer que quelque chose d'aussi simple qu'un changement dans les marées pouvait être si important pour des milliards de formes de vie. L'eau et les précipitations, qui sont réparties sur toute la planète, ne peuvent plus assurer la subsistance là où elles le faisaient auparavant. Le climat est devenu plus extrême, plus chaud pendant de longues périodes et plus froid dans d'autres parties de la Terre. Au fil du temps, dans quelques milliers d'années, les déserts secs passeront à des périodes glaciaires. Ces changements intenses perturbent l'ordre naturel de toute chose pour la vie sur Terre. Non seulement la Lune contrôlait les marées et le temps, mais elle tirait les molécules de l'atmosphère en se déplaçant. Le mouvement désormais constant perturbe les molécules, créant des barrières pour l'évolution future. Tu rentres chez toi, bouleversé après avoir appris cette nouvelle décourageante. Non seulement tu ne pourras plus jamais surfer, mais toute la vie sur Terre va changer. Une ère de récession a commencé. Au cours de l'année suivante, la flore et la faune changent pour s'adapter à ce nouveau monde. Les animaux migrateurs qui se dirigeaient vers des pâturages plus verts ne trouvent rien du tout. Les oiseaux sont complètement désorientés par le changement des saisons. Les animaux qui hivernent entrent et sortent de leurs abris au mauvais moment, et la végétation a du mal à pousser en raison du manque de lumière du soleil. Les animaux nocturnes ne peuvent pas voir sans l'aide guidée du reflet de la Lune. Bien que Vénus soit la source de lumière la plus brillante lorsqu'il fait nuit, elle ne représente qu'un millième de fraction de la luminosité de la Lune. Les animaux prédateurs qui chassent la nuit ne sont pas capables de trouver leur proie, ce qui donne l'occasion aux petits animaux de prospérer. Bien que la vie sur Terre ait changé, elle continuera d'exister. Mais ces changements soudains constitueront un test pour tous les domaines de la vie. Au fil du temps, il sera très intéressant de voir quelles espèces se seront adaptées et auront évolué. Un monde où les rats et les souris seraient plus importants en raison de leur capacité d'adaptation pourrait faire émerger une nouvelle espèce dominante.
Dans des millions d'années d'évolution, ce sont surtout leurs descendants qui prospéreront. Nous pourrions voir des souris herbivores de la taille d'un buffle traverser les plaines et des rats de la taille d'un tigre errer dans les jungles. Des souris arboricoles dotées de longs bras pourraient se balancer entre les branches. D'autres se déplaceront probablement vers les mers à la place des mammifères pour se nourrir de la vie aquatique. Des rats prédateurs aux grands yeux pourraient avoir des traits similaires à ceux des chauves-souris, avec écolocation et devenir les maîtres de la nuit. Toutes les nouvelles espèces qui apparaîtront, sans aucun doute, continueront à être suivies par les humains, où qu'ils soient. Est-ce la Terre là-bas au loin? Oui, regarde comme elle flotte dans l'espace au milieu de ses copines les planètes. Tu aperçois Mars rouge-orangé et Jupiter avec sa ceinture d'astéroïdes. Même la minuscule Pluton est là. Toutes ces planètes gardent leurs distances entre elles, évoluant chacune sur sa propre orbite. Elles ne sont pas très sociables, tu sais, mais c'est une bonne chose. Elles n'auraient que des ennuis si elles se mettaient à se fréquenter d'un peu trop près. Mais bien qu'elle ne soit pas unique, la Terre est la seule planète dotée de vie que nous connaissons. Et nous savons même pourquoi. C'est parce qu'elle a eu la chance d'apparaître au meilleur endroit de notre système solaire, dans la zone boucle d'or. Les scientifiques disent que l'ingrédient clé de la vie est l'eau. Mais pourtant, il y a de l'eau sur Mercure. Cette planète a des dépôts de glace d'eau à ses pôles sud et nord, mais seulement parce que ces endroits ne voient jamais la lumière. Partout ailleurs, l'eau s'évapore simplement de la surface de la planète. Mercure est beaucoup trop proche du Soleil. Pluton a aussi un peu d'eau. Les astronomes pensent même que la planète naine pourrait être constituée de 30% d'eau. Mais elle est gelée. Contrairement à Mercure, Pluton est trop éloigné du Soleil. C'est pourquoi toute son eau se trouve sous forme de glace. Mais la Terre plane dans cette région parfaite qu'on nomme la zone habitable. Elle a la bonne température pour que l'eau reste liquide et que les diverses formes de vie s'épanouissent. Mais que se passerait-il si la Terre était la seule planète du système solaire? Plus de Mars, plus de Jupiter, plus de Mercure, plus de Vénus. Les choses auraient pu se passer un peu différemment de ce à quoi nous sommes habitués. Tu te souviens de cet astéroïde massif qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années? Oui, le méchant caillou. Eh bien, sans Jupiter et sa ceinture d'astéroïdes, notre planète serait constamment la cible de météorites et d'astéroïdes. Et certains d'entre eux seraient aussi gros que celui qui a causé tout ce malheur aux dinosaures. Ces rochers erreraient dans l'espace sans rien ni personne pour les arrêter. Et si la Terre était la seule planète dans le coin, elle serait leur unique souffre-douleur. Mais ce n'est pas tout. Regarde tout cet immense espace que la Terre aurait pour elle toute seule. Cela signifie que notre planète aurait l'occasion de voyager un peu. Elle pourrait même choisir de quitter la zone boucle d'or. Mais alors, la vie sur la planète continuerait-elle comme avant? Supposons que la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Il ferait bientôt trop froid sur la planète. Imagine un endroit où le Soleil ne brille plus, sombre et froid, couvert de glace et de neige toute l'année. Voilà comment serait notre Terre si elle s'éloignait du Soleil. Si cela se produisait, nos villes prendraient un aspect très différent. Pour l'instant, la Terre est pleine de vie. Rends-toi dans n'importe quel parc et tu verras des arbres verts et de l'herbe partout. Il y aura des gens qui se promènent, s'assoient sur les bancs et profitent du soleil. Tu apercevras certainement quelqu'un qui joue au foot ou au frisbee. Sur les pelouses du parc, les gens se détendront sur des couvertures en se faisant bronzer. Quelques personnes seront en train de lire, tranquilles et heureuses. Mais retournons dans l'espace. Voici à nouveau la Terre. Notre planète est toujours dans son endroit préféré. C'est pourquoi la vie est si belle. Mais attends une minute, est-ce qu'elle bouge? Notre planète s'est éloignée du Soleil. Cela a-t-il changé les choses à sa surface? Elle semble un peu plus bleue maintenant. Là-bas, la Californie dorée est devenue un peu terne. Elle est même franchement morne et sombre. Un peu comme partout ailleurs sur Terre. New York est couverte de glace. Même dans les endroits les plus chauds, les températures sont maintenant en dessous de zéro, y compris dans des endroits comme les Bahamas. Après un certain temps, l'eau liquide se transforme en glace. Les océans ressemblent maintenant à d'immenses patinoires. Sauf qu'il n'y a plus personne pour patiner parce que la planète est devenue bien trop froide pour abriter la vie. Bon, et si au lieu de s'éloigner du Soleil, la Terre s'en rapprochait, avec des gens toujours dessus? Waouh! Les températures seraient délirantes, bien trop élevées pour être supportables. Le climat ne cesserait de se réchauffer, les catastrophes naturelles deviendraient plus fréquentes,
Les ouragans et les inondations seraient désormais monnaie courante sur Terre. Et très bientôt, la planète serait trop chaude pour que les gens puissent y vivre. Les particules provenant du Soleil représenteraient une menace considérable. L'atmosphère ne protégerait plus si bien la Terre des radiations solaires. Ce bouclier serait de plus en plus faible. On ne trouverait plus d'eau liquide nulle part, peut-être seulement dans des dépôts souterrains. La Terre ressemblerait un peu à Mars, toute rocheuse et stérile. Le Mississippi s'assécherait et on trouverait à sa place un immense canyon. Les océans auraient également tous disparu. À l'heure actuelle, la fosse des Mariannes est l'endroit connu le plus profond de la Terre. Et il est incroyablement difficile d'atteindre son fond en raison de l'immense pression qui y règne. Mais s'il n'y avait plus d'eau, il serait tout à fait possible de voyager jusqu'à cet endroit. On découvrirait ainsi de nouveaux secrets, à condition bien sûr qu'il y ait encore des gens dans cette sécheresse et cette chaleur. En d'autres termes, si l'on explorait la Terre après qu'elle se soit rapprochée du Soleil, on la trouverait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais que se passerait-il si la Terre ne bougeait pas du tout et que tout restait identique ? La seule différence, il n'y aurait pas d'autres planètes autour de nous. Cela changerait la façon dont nous explorons l'espace. Bien sûr, il y aurait toujours des satellites de positionnement, de communication et de météorologie, et peut-être des télescopes spatiaux. Mais il n'y aurait pas de corps céleste assez proche pour que nous y fassions des expéditions. Cela affecterait aussi notre avenir. Si nous n'avions ni désir ni possibilité d'aller dans l'espace, nous investirions dans notre planète. Nous construirions des villes aériennes au lieu de chercher d'autres planètes à coloniser. Aujourd'hui, si tu disposes d'un télescope dernier cri, tu pourras voir des étoiles lointaines et d'autres planètes. Plus le télescope est performant, plus il y a de détails à voir. Mais s'il n'y avait pas d'autres planètes, contempler l'espace ne serait pas aussi captivant. Les étoiles seraient toujours visibles et tu pourrais même apercevoir une ou deux météorites. Et tu verrais bien sûr la Lune, mais c'est à peu près tout. Les agences spatiales se concentreraient surtout sur la sécurité de la Terre, principalement parce que les astéroïdes deviendraient de fréquents visiteurs. Pour protéger la planète, nos savants auraient la tâche de trouver des moyens de nous en débarrasser. Par exemple, à l'aide d'un rayon laser énorme qui, allumé, pourrait aller jusqu'à la Lune et même plus loin. Au lieu de construire des fusées pour explorer l'espace, SpaceX et la NASA s'occuperaient du nettoyage des astéroïdes. Les humains ne penseraient même pas à essayer de contacter d'autres civilisations. S'il n'y avait pas de planète similaire à la Terre, ils considéreraient que c'est un effort inutile. Cela signifie qu'aucun signal radio ne serait envoyé dans l'espace. Un fait étonnant, en février 2008, la chanson des Beatles, Across the Universe, a été projetée dans l'espace lointain. Cela a été fait pour célébrer à la fois le 40e anniversaire de la chanson et le 50e anniversaire de la NASA. Dans les années 70, nous avons envoyé un autre signal radio dans l'espace. Il contenait quelques informations de base sur les humains et le système solaire. Mais c'était plus un tour de force technologique qu'une tentative de contacter d'éventuels copains extraterrestres. En l'absence de planètes, le monde de la science-fiction changerait lui aussi. Il n'y aurait plus de films sur l'exploration de l'espace lointain. Aucun vaisseau spatial et aucune fusée n'apparaîtraient plus sur le grand écran. Et comme il n'y aurait pas d'expédition vers d'autres planètes, aucun robot ne serait envoyé dans l'espace pour y chercher des signes de vie et explorer de nouveaux mondes, comme ce que font les rovers sur Mars en ce moment. Les gens se concentreraient davantage sur leur propre planète. Par exemple, nous commencerions à explorer ces régions les plus profondes. De nouvelles technologies nous permettraient de creuser beaucoup plus profondément, jusqu'à la croûte terrestre et plus loin encore. Un voyage au cœur de la planète, ça te dirait ? Au lieu d'astronautes, nous aurions des explorateurs du sous-sol profond. Ils s'appelleraient peut-être les terplorateurs. De nouvelles technologies de forage seraient inventées pour rendre le processus plus efficace. Il y aurait de nouveaux types de véhicules, ils seraient créés pour forer et protéger les explorateurs de l'énorme pression souterraine. En explorant le monde sous la surface de la Terre, nous trouverions probablement des formes de vie absolument nouvelles. Il s'agirait de créatures mystérieuses ayant évolué pour survivre dans l'obscurité à des températures extrêmes avec très peu de nourriture. Cela nous aiderait probablement à mieux comprendre notre belle planète. Bienvenue à Nome, une petite ville située au sud de la péninsule de Seward, sur la côte ouest de l'Alaska. Il fait froid, il neige,
et aucune route ne relie cette ville aux autres villes de l'État. Et avec l'arrivée de la nuit, des habitants ont disparu sans laisser de traces. C'est peut-être pour ça que seulement 3500 personnes environ vivent là. Enquêtons sur cette affaire. Dans plusieurs villes, des gens disparaissent pour des raisons diverses. Mais c'est Nome qui a attiré l'attention du public. De 1960 à 2004, quelques 24 personnes y ont disparu. Ce nombre est statistiquement trop élevé pour une si petite population. Les gens ne rentraient tout simplement pas chez eux le matin et personne ne savait ce qui leur était arrivé. Tous les habitants des petites villes comme Nome se connaissent. Il n'y a presque pas d'étrangers puisqu'il est si difficile de s'y rendre. Il n'y a pas de route ni de traversée en ferry. Toutes les routes partant de Nome se perdent dans de magnifiques paysages naturels vierges de toute présence humaine. Tu ne peux y accéder qu'en avion. Et ce n'est pas un avion de ligne, mais un petit biplan. Une autre façon d'y accéder est en motoneige. D'ailleurs, Nome est le point final de la célèbre course de chiens de traîneau appelée Iditarod. Tu peux aussi payer des habitants des villages voisins pour qu'ils t'emmènent à Nome en bateau à moteur. Malgré cet isolement, la ville est devenue très célèbre. La disparition fréquente de personnes a finalement attiré l'attention. Le monde entier a découvert Nome. Et en 2009, Hollywood a même fait un film sur le sujet. Pendant longtemps, personne n'a pu résoudre le mystère. La police n'a fait aucun indice, aucun témoin, rien. Les nuits sont longues en hiver, et l'air devient si froid que de l'eau dans un verre peut geler en quelques minutes. La neige peut tomber en abondance, et si quelqu'un quitte la ville pendant la nuit, la neige aura effacé toutes ses traces au matin. Bien sûr, les gens ont commencé à émettre des hypothèses. La plus populaire était celle d'une personne qui enlevait les gens de force. La police n'a trouvé aucune preuve que quelqu'un ait pu faire ça. Mais alors, si ce n'était pas un humain, c'était peut-être une bête sauvage. Là encore, la police n'a trouvé aucune preuve pour étayer cette théorie. Ensuite, certains ont commencé à émettre l'idée que des créatures venues d'autres planètes causaient ces disparitions. De nombreux habitants étaient sûrs que la ville était une destination populaire pour les vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'intrigue du film hollywoodien Phénomènes paranormaux est d'ailleurs basée sur cette version. Le temps a passé. Finalement, la police et le FBI ont lancé une enquête à grande échelle. Et ils ont fini par découvrir la vérité. Ils ont réalisé que les histoires de personnes disparues étaient exagérées. La popularité de Nome et le fait de parler constamment de choses fantastiques ont fait croire aux gens à la réalité de ces histoires. Ok, admettons que certaines de ces disparitions aient été inventées. Malgré tout, de nombreuses personnes ont réellement disparu. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? La réponse tient en deux mots, les bars et le mauvais temps. Les lieux de divertissement restent ouverts la nuit. Certains habitants s'amusent, puis finissent par quitter le bar pour rentrer chez eux. À ce moment-là, une forte tempête de neige peut se produire, réduisant la visibilité et créant des vents violents. Une personne peut alors simplement se perdre, et c'est tout. La vérité s'est avérée plus déroutante que la plupart des hypothèses. Le triangle des Bermudes est une vaste zone de l'océan Atlantique, si bien que la disparition de navires et d'avions à cet endroit ne semble pas si surprenante. Mais c'est beaucoup plus effrayant lorsque cela se produit sur un lac. Penchons-nous sur le cas du triangle du lac Michigan, situé entre les États du Michigan et du Wisconsin. Depuis plusieurs siècles, des choses terribles se passent ici. Les gens racontent les mêmes légendes sur cet endroit que sur le triangle des Bermudes. Ils ont signalé des phénomènes inexpliqués et ont vu des objets volant au-dessus de la surface du lac. Certains pensent que le triangle est un portail temporel. Bien sûr, aucune de ces théories n'a été confirmée, mais des choses étranges se sont produites dans la zone du triangle. L'une d'elles a eu lieu en 1950, lorsqu'un avion de la compagnie Northwest Airlines, transportant 108 passagers, a disparu sans laisser de traces pendant un vol au-dessus du lac. Des policiers ont vu une lumière rouge au-dessus du lac 2 heures après la dernière communication de l'avion. L'avion s'est probablement écrasé, mais les sauveteurs n'ont retrouvé aucun passager ni aucune épave. Tout ce qu'il restait, c'était une tache d'huile sur l'eau. De nombreux navires et bateaux ont disparu à cet endroit, mais l'un des cas les plus étranges s'est produit le 28 avril 1937. Il était minuit, et un bateau naviguait sur le lac. Le capitaine George Donner est allé se coucher dans sa cabine après une dure journée de travail. 3 heures plus tard, le navire s'approchait du port. Un des membres de l'équipage est allé dans la cabine du capitaine pour le réveiller. La porte était fermée de l'intérieur.
Le marin a frappé, mais personne n'a répondu. Lorsqu'il a soupçonné que quelque chose était arrivé au capitaine, le marin a déverrouillé la porte. Il est entré dans la cabine, mais le capitaine n'était pas là. Il semblait s'être évaporé. L'équipage n'a jamais pu le retrouver. Depuis lors, la disparition étrange du capitaine George Donner reste inexpliquée. Voici David Paulides. En 2008, il a terminé sa carrière de policier et a commencé à étudier la disparition mystérieuse de personnes en Europe, aux États-Unis et au Canada. Il a découvert que la plupart des personnes disparaissaient dans les parcs nationaux des États-Unis. Au cours des 150 dernières années, plus de 1100 touristes s'y sont volatilisés. Beaucoup d'entre eux étaient des voyageurs expérimentés qui savaient comment survivre dans des conditions sauvages difficiles. Paulides a relaté ces disparitions mystérieuses. Il a souligné que certaines personnes supposées disparues ont ensuite été retrouvées vivantes. Elles se sont réveillées quelque part dans la nature et ne se souvenaient pas de ce qui leur était arrivé. Mais dans chaque histoire, le détail qui donne la chair de poule est que la plupart des personnes disparues étaient jeunes. Un autre détail est que beaucoup ont disparu juste avant un ouragan. Il y a encore trop de questions sans réponse dans cette affaire. La mer des Sargasses se trouve dans la partie nord de l'océan Atlantique. C'est la seule mer qui n'a pas de rivage sur Terre. On la qualifie de mer uniquement parce qu'elle est définie par les courants océaniques. De plus, des algues brun doré poussent au fond de cette zone, ce qui la fait ressembler à une tache orange au milieu de l'océan sans fin. La mer des Sargasses est devenue célèbre car au XIXe siècle, l'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire a navigué ici. En 1872, un brigantin naviguait en effet sur la mer des Sargasses. Son capitaine a repéré un autre navire à quelques kilomètres de là. Il a allumé un feu de signalisation mais n'a reçu aucune réponse. Le capitaine a alors décidé de s'approcher pour découvrir ce qui s'était passé. Sur la coque du mystérieux navire était écrit le nom Marie Céleste. Le capitaine du brigantin et plusieurs membres de l'équipage sont montés à bord. Ils ont fait le tour du pont et ont regardé dans les cabines et la cale. Tout était à sa place, mais il n'y avait personne. La cargaison dans les barils n'avait pas été touchée, donc le navire n'avait pas été attaqué par des pirates. Les seuls éléments endommagés sur le navire étaient les voiles. Elles étaient déchirées en lambeaux. Tous les documents, sauf le journal de bord, avaient aussi disparu de la cabine du capitaine. La dernière entrée du journal de bord avait été ajoutée le 24 novembre 1872. L'équipage du navire n'a jamais été retrouvé, et ce n'était qu'un cas parmi d'autres. Au XXe siècle, des années 60 aux années 80, il y a eu de nombreux rapports de bateaux et de yachts vides flottant sur cette mer. De même, certains navires entiers ont disparu sans laisser de traces. Tous ces cas restent encore un mystère. L'une des hypothèses proposées veut que le courant à 4 côtés forme des entonnoirs d'eau. Ces tourbillons peuvent rapidement entraîner un bateau vers les profondeurs de la mer. Cela expliquerait la disparition des bateaux. Mais qu'en est-il des cas où le navire était toujours à flot mais sans son équipage ? Parfois, ces tourbillons d'eau peuvent aussi créer des tourbillons de vent, comme des mini-tornades. Et si ces tourbillons étaient assez puissants pour jeter les gens par-dessus bord et déchirer les voiles ? On ne se rend pas forcément compte à quel point le nom d'Uranus peut être tordant pour un anglophone. Et oui, pour eux, c'est la planète Uranus. Pourtant, les choses auraient pu suivre un autre cours. À l'origine, Uranus devait porter le nom noble et imposant de George en hommage au roi George III, conformément aux souhaits des astronomes. Mais ils ont finalement renoncé à cette idée, et aujourd'hui, Uranus est souvent la cible de moqueries. Si vous calculez le coût total d'une mission spatiale et que vous le rapportez au poids de sa cargaison, vous obtiendrez des chiffres vertigineux. En 2016, d'après les experts, il fallait compter $10 000 pour expédier une livre de matériel dans l'espace. Mais désormais, les coûts se sont envolés. Le fret des vaisseaux Cygnus dépasse les $43 000 par livre, tandis que les nouvelles capsules de SpaceX affichent un tarif avoisinant les $27 000. Vous trouvez excessif de payer $5 pour une bouteille d'eau à l'aéroport. Imaginez alors qu'une bouteille d'eau dans l'espace coûterait entre $9 000 et $43 000, et cela uniquement pour sa livraison. En ce qui concerne l'eau dans l'espace, elle était autrefois considérée comme une ressource extrêmement rare. Cependant, la réalité est tout autre. De la glace d'eau se trouve un peu partout dans notre système solaire. Il n'est donc pas nécessaire de payer des sommes astronomiques pour une bouteille à $43 000. Cette glace se cache dans les comètes, les astéroïdes
et même dans des cratères peu visibles sur Mercure et la Lune. Il reste toutefois incertain que ces réserves soient suffisantes pour soutenir des colonies humaines. Mars, par exemple, recèle de la glace à ses pôles, dissimulée sous la poussière et le givre en surface. De plus petits corps célestes, tels qu'Encelade, la lune de Saturne ou la planète naine Cérès, renferment également de la glace. Les chercheurs de la NASA estiment même qu'il pourrait exister une forme de vie sur Europe, la lune de Jupiter, car sa croûte glacée pourrait bien cacher de l'eau liquide. Bien qu'Europe soit beaucoup plus petite que la Terre, elle pourrait abriter un océan suffisamment vaste pour contenir 2 fois plus d'eau que l'ensemble des océans terrestres réunis. En 2009, des chercheurs étudiant un vaste nuage de gaz et de poussière au cœur de notre galaxie ont fait une découverte des plus surprenantes. Ils ont identifié la présence de formiate d'éthyle dans ce nuage. Cette molécule chimique est à l'origine de la saveur agréable des framboises et dégage un parfum qui rappelle celui du rhum. Par ailleurs, une région voisine regorge d'éthanol, la même substance que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. En fait, il y aurait dans cette région suffisamment d'alcool pour offrir à chaque habitant de la Terre 300 000 pintes de bière quotidienne, et ce, pour le prochain milliard d'années. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe bel et bien un trou noir sur Terre. En effet, la création d'un trou noir en laboratoire s'est avérée une démarche incontournable. L'observation des trous noirs dans l'espace réel étant encore hors de portée, il n'a été possible de les étudier qu'en les recréant artificiellement dans des environnements contrôlés. Un groupe de scientifiques néerlandais a entrepris d'explorer la mystérieuse théorie du rayonnement de Hawking, développée par le célèbre physicien du même nom. En utilisant des atomes pour simuler un horizon des événements, ils ont manipulé des électrons, ce qui a entraîné une hausse de température évoquant un espace-temps plat. Alors que les particules traversaient des fluctuations quantiques, un anneau de rayonnement infrarouge s'est formé autour du trou noir créé en laboratoire, confirmant ainsi en partie les prédictions de Hawking. Cela peut paraître incroyable, mais il est tout à fait possible d'être allergique à la Lune. Pour résumer, lors de la dernière mission Apollo, les astronautes ont ramené un nombre record d'échantillons de roches. De plus, pour la première fois, un scientifique de métier, le géologue Jack Schmitt, faisait partie de l'équipe. Grâce à ces prélèvements, les chercheurs ont pu approfondir leurs connaissances sur le champ magnétique de la Lune et son passé volcanique. Durant l'expédition, il est apparu que Jack Schmitt souffrait d'une allergie à la poussière lunaire. Cette poudre fine et abrasive s'agrippait à son équipement et à sa peau, provoquant une irritation de ses sinus, de son nez, de ses yeux et de sa gorge pendant plusieurs heures après le retrait de son casque. Les étoiles à neutrons sont d'une densité prodigieuse, se résumant essentiellement à un amas de neutrons comprimés dans un espace extrêmement restreint. Si vous pouviez en prélever une cuillère à café, cette matière pèserait davantage que l'ensemble de la population mondiale réunie. Pour égaler la densité d'une étoile à neutrons, il nous faudrait tous nous comprimer dans un espace aussi minuscule qu'un morceau de sucre. Non merci. Lorsqu'il est question de l'espace, nous avons souvent tendance à croire que la Terre et la Lune sont très proches. Pourtant, en réalité, il serait possible d'intercaler l'ensemble des autres planètes de notre système solaire entre elles. La distance moyenne qui les sépare est d'environ 384 000 km. Même en additionnant les diamètres des 7 planètes, il resterait encore un peu d'espace libre, soit environ 8000 km. En 2011, des scientifiques ont réalisé une découverte révolutionnaire en identifiant un immense réservoir d'eau dans l'espace. Ce volume d'eau, équivalent à 140 000 milliards de fois celui de tous les océans terrestres, suffirait à fournir à chaque personne sur Terre l'équivalent de l'eau contenue sur une planète, multiplié par 20 000. Ce réservoir a été localisé à proximité d'un trou noir massif, connu sous le nom de quasar, qui attirait de la matière tout en émettant de l'énergie. Cette eau s'est formée par des ondes énergétiques ayant provoqué la collision entre des atomes d'hydrogène et d'oxygène et se trouve à environ 12 milliards d'années-lumière de nous. Lorsque le rover Curiosity a immortalisé son premier coucher de soleil sur Mars en 2015, l'excitation des scientifiques était palpable. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les couchers de soleil sur la planète rouge ne sont pas teintés de rouge, mais d'un bleu saisissant. Selon la NASA, cette couleur résulte de la manière dont la poussière martienne agit comme un filtre naturel, permettant à la lumière bleue de traverser tout en bloquant les tons plus chauds, tels que le jaune, l'orange et le rouge. Vénus tourne beaucoup plus lentement que la Terre.
Il lui faut 243 jours pour effectuer une rotation complète sur elle-même, et sa rotation s'effectue dans le sens inverse de celle de notre planète. Malgré cette lenteur, Vénus boucle son orbite autour du Soleil en seulement 225 jours, en raison de sa proximité avec celui-ci. Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, une année sur Vénus est en réalité plus courte qu'un jour. Il est facile de croire que le ciel nocturne devrait être entièrement constellé d'étoiles sans aucune zone d'obscurité. Cette idée est connue sous le nom de paradoxe d'Olbers, en hommage à l'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbers. Ce dernier pensait que si l'univers était infini, immuable et éternel, nous devrions effectivement apercevoir des étoiles dans toutes les directions où notre regard se pose. Cependant, il s'avère que l'univers n'est ni infini, ni immuable, ni intemporel. C'est Edwin Hubble qui a découvert que l'univers était en pleine expansion et le rayonnement fossile du Big Bang nous révèle que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Imaginez un instant toutes les bougies d'anniversaire. La raison pour laquelle nous ne voyons pas d'étoiles dans toutes les directions est simple. Certaines d'entre elles sont trop éloignées ou n'ont pas existé assez longtemps pour que leur lumière nous parvienne. Pendant la mission lunaire Apollo 16, Ken Mattingly, le pilote du module de commande, a eu une petite frayeur lorsqu'il s'est aperçu que son alliance avait disparu. L'équipage a cherché désespérément dans tout le vaisseau spatial, sans succès. Ce n'est que le 9e jour, alors que Mattingly effectuait une sortie extravéhiculaire, que la bague a été aperçue flottant près de l'écoutille. Charles Duke a tenté de la rattraper, mais l'a manquée. Par chance, elle a rebondi sur le casque de Mattingly et est tombée dans les mains de Duke. Bien que cette anecdote se soit bien terminée, il reste de nombreux objets abandonnés là-haut, y compris une brosse à dents qui flotte quelque part. Mercure, déjà la plus petite planète de notre système solaire, sans compter Pluton bien entendu, est également la deuxième plus dense après la Terre. Fait surprenant, elle rétrécit et devient encore plus dense. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la Terre était la seule planète présentant une activité tectonique. Mais tout a changé avec le passage de la sonde Messenger près de Mercure, qui nous a offert un relevé détaillé de la planète. En 2016, Messenger a découvert des formations en forme de falaise, appelées escarpements de failles. Comme elles sont encore relativement petites, les scientifiques estiment qu'elles sont récentes, ce qui suggère que Mercure continuerait de se contracter, 4 milliards et demi d'années après la naissance du système solaire. Il y a une dizaine d'années, l'astronaute italien Luca Parmitano a frôlé la noyade lors d'une sortie dans l'espace, à cause d'une fuite d'eau non résolue. Personne ne comprenait comment l'eau avait pu pénétrer dans son casque. La NASA a mené une enquête qui a duré plusieurs mois sans parvenir à identifier la cause exacte de cette infiltration.